Dans ce diaporama, regard sur la maison nivernaise, comment la restaurer, le CAUE de la Nièvre, les délégations départementales des maisons paysannes de France et de la Fondation du patrimoine vous invitent à parcourir le département à travers son habitat rural pour le mieux connaître dans son unité et sa diversité, et également pour mieux comprendre comment mener à bien une bonne restauration sans faire perdre à cet habitat son authenticité et son cachet. Voici donc tout d'abord la première partie, consacrée à l'étude de l'architecture de notre patrimoine rural et à un peu de son histoire. Le patrimoine bâti que l'on peut observer aujourd'hui a été construit entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle. On y trouve une certaine unité des styles, avec cependant des variantes locales. Le domaine à cour fermée. À Garchis-les-Bares, canton de la Charité, c'est par ce grand porche qu'on accède à une cour autour de laquelle se répartissent la partie habitation, les granges, les écuries. Le tout est lié par un mur. Bien trop souvent, les entrées ont été négligées et tombent en ruine. Au domaine de Rebarbe, canton de Prémery, la maison d'habitation est sur 2 niveaux. La grange est flanquée d'un porche, signe extérieur de prospérité de l'exploitation. Ce domaine, à Beaumont-la-Ferrière, s'est étendu au fur et à mesure des époques, ce qui explique une diversité dans le style des granges. La grange faisant face à l'entrée est plus récente, la toiture est moins pentue, et on a utilisé de l'ardoise. Sur ce plan de domaine à cour fermée, sont répertoriés remises, porcheries, poulaillers, hangars à paille. Toutes sortes de petits bâtiments utilitaires qui gravitent autour des cours. Leur taille et leurs caractéristiques architecturales donnent à chacun de ces domaines une petite note particulière. D'autres domaines étaient fortifiés comme à Saligny. Ils étaient entourés d'une enceinte protégée à chaque coin par des tours. Les fortifications permettaient de se protéger des pillages, mais cela n'avait rien à voir avec le véritable château fort. L'histoire des colombiers rejoint un peu l'histoire de la paysannerie. En effet, traditionnellement, le droit de colombier est l'apanage du seigneur. Les pigeons se nourrissaient du grain sur pied ou des semences des terres du domaine. Dans maint contrat de fermage, une clause obligeait le fermier à tolérer les pigeons du seigneur sur les terres cultivées par lui, et ce, sans aucune contrepartie. Ce qui explique que ce droit de colombier fut un des premiers droits féodaux abolis lors de la nuit du 4 août 1789. Après la Révolution, on voit apparaître des volières encastrées dans un corps de bâtiment. Le domaine à cour ouverte. C'est le plus connu dans la Nièvre. En voici un à Nolay. La configuration de cette maison nous est très familière. D'un côté, le bâtiment utilitaire avec la grande porte centrale par laquelle on entre le foin. De part et d'autre, 2 portes plus petites correspondent aux étables. L'autre bâtiment sert d'habitation comprenant plusieurs pièces. Le tout donne directement sur la route. À Sainte-Marie, cette ferme à cour ouverte a évolué au fil des époques. La présence de la grande grange au toit d'ardoise montre qu'au XIXe siècle, cette ferme a connu une certaine prospérité. La grange sépare les étables. Dans le grand grenier, on peut engranger une importante hauteur de foin. Voici un exemple de plan de ferme à cour ouverte dont les bâtiments sont en enfilade. À côté des domaines, on trouve la maison blocataire. Dans cette ferme très modeste, à Sainte-Marie, on vit dans la pièce principale, tandis que les greniers et les étables constituent les 3/4 du bâtiment. La présence du porche en plein cintre de cette longère nivernaise située sur le canton de Clamecy nous indique qu'elle doit dater au plus du XVIIIe siècle. Les ouvertures sont encore petites, percées de façon asymétrique sur la façade. La charpente est très belle, volumineuse et pentue. Les murs sont trapus et épais. Elle s'oppose à cette longère nivernaise sur le canton de la Charité-Aubertin. Les murs sont hauts,
La charpente est moins volumineuse, on fait des économies de couverture. L'importation de l'ardoise permet des pentes moins importantes. Quant à la façade, elle est digne d'une architecture militaire. Les ouvertures sont percées de façon très symétrique, ce qui donne au bâtiment une grande rigidité. Nous sommes au XIXe siècle. Avant le porche à 3 pans, on construisait ce type de porche plus modeste. Nous sommes en 1716. Cette maison a connu quelques évolutions. Au début, il n'y avait qu'une porte et qu'une fenêtre. Une seconde a été créée. La partie habitation de cette maison est certainement antérieure à la grange, dont les proportions d'ouverture sont spacieuses et rappellent le XIXe siècle. Lorsque plusieurs familles habitaient sur la même ferme, on voyait se construire des parties habitation à chaque extrémité du bâtiment. Il existe dans le Morvan une ferme de ce type qui a connu un destin tragique. Lorsque le fils fut en âge de travailler à la ferme, les parents firent construire à l'autre extrémité du bâtiment une habitation semblable à la leur. Mais la guerre de 1914 arriva et le fils ne revint jamais. Aujourd'hui, la partie habitation n'a pas été touchée depuis cette époque, comme si le temps s'était arrêté. La maison de lait. Initialement, l'habitation ne comprenait qu'une fenêtre et un oculus pour éclairer la pierre à eau. Rendre confortable cette maison signifiait également faire pénétrer la lumière. L'oculus a été remplacé par une fenêtre, d'où la présence d'un autre matériau, la brique. Sans son bariau, qui fait barrage aux poules, notre petite maison bloc à terre n'aurait pas son authenticité. Accolé à la partie habitation, vous trouverez un appentis qui abrite le four à pain. Toute maison rurale avait ou a eu son four à pain. Il ne servait pas tous les jours. On faisait le pain une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et dans les grandes occasions, on chauffait le four pour un festin ou pour les épousailles. L'histoire veut que le pain cuit à la maison est une des conquêtes de la Révolution. Désormais, les paysans n'ont plus à se soumettre à l'obligation de porter la farine au four banal et de payer au seigneur ou au moine la redevance pour la cuisson. La voûte du four à pain a la forme d'une coupole aplatie. Sa solidité réside dans l'art de la pose des briques ou moellons qui forment des cercles concentriques. Le tout se terminant par une clé de voûte. Le four se trouve au fond d'une cheminée qui sert à avaler la fumée, et sur le côté du four, vous trouverez une niche dans laquelle on met la cendre, qui sera utilisée pour faire la lessive. La maison des Bocages, à Montigny-sur-Canne, est une maison confortable, à la vaste toiture à 4 pans. Ce sont des maisons entourées d'importants bâtiments de grange et d'étables séparées. La partie grange est souvent flanquée d'un portique à 3 pans. La maison comporte une grande cuisine et plusieurs chambres. Le vieux chasuble a entièrement brûlé. Il ne reste que cette petite maison ouvrière. La maison ne comporte qu'une seule pièce. Au-dessus de la porte, une lucarne permet d'accéder au grenier pour engranger fruits et légumes pour l'hiver. Le four à pain a été détruit. Sur ce plan de maison ouvrière est indiqué l'emplacement du four à pain, dont la présence n'est pas systématique. La façade principale est orientée au sud pour pouvoir laisser rentrer par la porte un peu de chaleur et de lumière. Cette fois-ci, nous sommes en campagne, à Gagy. On accède au grenier par une porte percée sur le pignon de la maison. On retrouve fréquemment ce type d'alignement de maison, comme ici à Forges, dans les villages qui jouissaient d'une activité industrielle au XIXe siècle, telle l'exploitation des forges. On vivait alors suivant les saisons des moissons, des récoltes et du travail dans la forêt pour faire du charbon de bois. L'habitat vigneron n'est pas aussi spécialisé qu'en Saône-et-Loire ou en Côte-d'Or. La présence de la cave la distingue de l'habitation céréalière. Nous voici à Metz-le-Comte. L'escalier permet l'accès au logement par l'extérieur. Voici une maison de vigneron à Mèves-sur-Loire. Une autre à Champagne, canton de Clamecy. On retrouve la partie habitation au-dessus du pressoir. L'importance du nombre de fenêtres à l'étage laisse supposer un propriétaire important.
La maison de bourg prend un caractère plus symétrique pour permettre une distribution ordonnée des pièces. Suivant la position sociale du propriétaire, la maison paraîtra plus ou moins spacieuse. Certaines seront dotées de lucarnes afin d'éclairer les chambres des domestiques. Voici, à Sanguet, une petite maison seigneuriale qui abrite un four à pain. La maison de Sainte-Marie fut construite après partage des terres, suite au mariage de la fille du seigneur. Les maisons les plus anciennes que nous ayons pu conserver sont les maisons à colombages. La maison à colombages de Nicolas Appelaine à Prémery se compose de 2 niveaux de croix de Saint-André qui soulignent et encadrent les baies de la façade. La croix de Saint-André inscrite dans des carrés est une des formes les plus communément utilisées dans ce type de construction. Ces croix font office de contreventant qui permettent un très bon maintien du pan de bois. Il a été posé la question de savoir si, à Lurcy-le-Bourg, cette maison était à l'origine enduite ou si les pans de bois étaient apparents. Des traces d'enduit ancien retrouvées au niveau des chéneaux nous ont indiqué que la façade était non seulement enduite, mais également peinte d'un badigeon avec un décor façon pierre de taille, tel qu'on le retrouve au manoir de Giverdy. À la Nocle-Mollet subsiste une maison dont les pans de bois sont très peu répandus. Les pièces de bois, très peu espacées, courent de bas en haut du mur et sont traversées par de larges décharges obliques. Le souci de la symétrie semble toujours être dans l'esprit du charpentier, même quand le percement des baies vient le perturber. En arrivant à Saligny, sur le canton de Clamecy, la forte pente de toit de la ferme fortifiée s'impose à nous. Ses couvertures, très imposantes, abritent des charpentes monumentales. Ce sont nos plus anciennes maisons nivernaises et elles peuvent remonter au XVIe siècle. Sur le canton de Saint-Sauge, les anciennes maisons de la communauté des Geaux dressent encore leur forte pente de toit. L'entrée de la grange sur le pignon lui donne son caractère tout à fait particulier. On rencontre d'autres granges de ce type, plus ou moins importantes, à Montenoison, à Metz-le-Comte, à Noison ou encore à la Selle-sur-Loire. Ces granges à ouverture sur pignon sont reconnues comme étant les plus vieilles granges étables rencontrées dans la Nièvre. Les 3 travées, soit 2 étables séparées par la grange, sont disposées dans le sens de la longueur. Chaque travée dispose d'un accès au pignon. L'accès au fenil a lieu depuis la travée de grange, où les chars de foin sont reculés pour être déchargés. À l'intérieur de l'étable, les bovins sont, comme dans une étable classique, alignés le long de la mangeoire accolée à la cloison, séparant ce local de la grange. Cette cloison est percée de petites ouvertures, les bouinaudes ou les fourrures, qui permettent de remplir les râteliers directement. La taille de la pierre est également un élément pouvant nous orienter sur l'époque de construction de la maison. Les moulures dans les encadrements de pierre des maisons rurales sont un souvenir du gothique flamboyant. En général, ce type de moulure date du XVe siècle pour certaines maisons de ville et peuvent se prolonger jusqu'au XVIIe siècle pour ce qui est des maisons rurales. Sur certaines portes, vous découvrirez la petite accolade typiquement XVIe siècle sur le linteau. Petites accolades que vous trouverez entre autres sur les dernières maisons XVIe siècle de Lurcy-le-Bourg. À partir du XVIIIe siècle, le chanfrein est de rigueur, on supprime l'arête vive du linteau. La technique de taille peut également nous donner des indications sur la période autour de laquelle la pierre a été taillée. Avant le milieu du XVIIIe siècle, on utilisait la laie, une sorte de ciseau à dents. Il s'agissait d'une taille assez brute. Plus tard, la pierre sera bouchardée, une technique répandue à partir du milieu du XVIIIe siècle. La technique employée pour construire les murs peut enfin permettre de dater nos maisons. La toiture imposante demandait souvent des murs épais et trapus, dont la stabilité reposait sur le fait que chaque pierre était bien calée. Le mortier ne servait que pour boucher les joints, il était plus ou moins friable, fait de chaux,
sable, argile et fossiles. Puis on commença à monter des murs moins épais et plus hauts pour gagner de la place et faire des économies de charpente. On renforça leur assise par de grosses pierres qui chevauchent les parements et les empêchent ainsi de s'écarter. Ces pierres portent le nom de boutisses, pierres passantes, et la légende raconte que chaque fois qu'une de ces pierres était posée, le maître d'œuvre ouvrait une bouteille. Créer des ouvertures devint périlleux. L'arc en plein cintre se rencontre beaucoup dans les anciennes petites maisons vigneronnes du canton de la Charité. Ce type de linteau nous est également familier, et sa forme n'est pas le signe du hasard. L'arrondi de la pierre rejette le poids du mur vers les parties pleines, vers la gauche et vers la droite. Ailleurs, on a choisi de renforcer ce linteau de pierre arrondi par un double arc de décharge en moellon, tant la charpente est lourde. Et puis il faut monter toujours plus haut et ouvrir des portes de plus en plus larges. On emploie l'arche en demi-cintre avec clé de voûte. On élargit encore avec l'arche en anse de panier. Bientôt, on va à l'économie en utilisant une poutre. L'écartement des montants est tel que la poutre risque de se briser en son centre aussi. Il est créé au-dessus de celle-ci un arc de décharge en moellon. La restauration d'une maison ancienne passe par une longue phase d'observation. Prendre son temps, observer, comprendre. Il faut partir du toit, analyser ses courbes, ne pas chercher à redresser outre mesure les chevrons de la charpente, sous peine de poser un chapeau droit sur votre vieille maison. Pour garder une souplesse et l'authenticité du caractère local, faites sceller à la chaux vos tuiles de fêtage avec crête pigeon. Les noues sont des parties délicates à traiter. C'est ici que vont se concentrer les eaux de pluie. Évitez de laisser le zinc apparent. Un bon artisan saura le placer discrètement sous les tuiles, de façon à ce qu'il reste invisible. Voici une noue arrondie permettant à l'eau de ruisseler jusqu'à la gouttière. C'est là que l'on voit tout le talent du couvreur. La réception des eaux en bas du toit est également importante. Voici quelques exemples de doublis qui permettent une étanchéité parfaite de vos murs et protègent vos corniches. Un autre doubli en débord de toit. Le doubli peut devenir un véritable élément d'ornementation de votre couverture. Les rives sur pignon sont également à la merci du vent et des pluies. Évitez de laisser un chevron apparent sur le pignon. Nos anciens avaient compris qu'il fallait protéger intégralement les pignons orientés à la pluie. Pour cela, ils le faisaient enduire jusqu'en haut en faisant un retour enduit remontant sur les premières petites tuiles. Observez les proportions de la cheminée à restaurer. La souche de cheminée est comme un nez sur un visage. Elle donne une personnalité à votre maison. Voici quelques exemples qui pourront vous inspirer. Souche refaite à l'identique. Le choix de la couverture est primordial si vous voulez conserver le caractère local de la maison. Bien sûr, il y a eu le chaume. Saluons la chaumière, aujourd'hui disparue, de Corancy. La chaumière de Certaines, dont le destin est incertain. Beaucoup de nos maisons dans la Nièvre, ne l'oublions pas, étaient d'anciennes chaumières. Lorsque les nourrices du Morvan rentrèrent au pays avec quelque argent pour rehausser, la couverture en chaume fut remplacée par de l'ardoise. Aujourd'hui, la petite tuile reste incontestablement la couverture locale de nos maisons. En les faisant disparaître, nos maisons ne seront plus des maisons nivernaises. Partout, il faut garder l'authenticité de nos régions. L'ardoise, elle, viendra pour habiller les toitures moins pentues. Le choix des menuiseries est une partie importante dans la restauration de votre maison. Tant que vous le pouvez, conservez vos anciennes menuiseries. Dans le cas où il faudrait les remplacer, inspirez-vous des proportions en fonction de l'existant. Et si vous avez un doute, observez autour de vous les menuiseries anciennes, adaptées aux différentes formes d'ouverture. Voici quelques exemples.
Les portes de grange sont difficiles à aménager. Inspirez-vous des ateliers d'artisans d'autrefois qui avaient transformé les portes de grange en portes vitrées pour mieux faire entrer la lumière. Tout type de lucarne ne convient pas à tout type de pente de toit. Avant de faire son choix, il faudra observer les lucarnes de la région. Vous pourrez alors remarquer que la lucarne, tout comme la souche de cheminée, donnera à votre maison son originalité. N'inventez pas, inspirez-vous de l'existant. Avant toute chose, évitez d'enlever un vieil enduit s'il ne tombe pas. En dehors des coûts importants que cela comporte, l'enduit est avant tout un très bon isolant. Très souvent, l'enduit est tombé sur la moitié basse du mur du fait des ruissellements de l'eau venant du toit. Il faudra alors piquer l'enduit et le refaire intégralement. Une fois l'enduit enlevé, la tentation sera grande de laisser les pierres apparentes. Ne vous laissez pas tenter. L'enduit est un excellent isolant pour nos vieilles maisons dont les pierres calcaires sont parfois gélives. Cela, nos anciens le savaient. Évitez les enduits blancs qui choquent dans le paysage. Conservez les couleurs locales. Voici un enduit bien réussi. Soignez les détails. Veillez à ce que votre artisan ne charge pas l'enduit au niveau des pierres d'angle. N'inventez pas. L'enduit doit arriver à fleur de pierre. Personnalisez et agrémentez votre maison. Avec un losange taillé dans vos volets pour la protéger. Ou bien avec un cœur en guise de porte-bonheur. Parfois, la lune est au rendez-vous pour assurer fécondité et prospérité. Les cornes du diable pourront également empêcher une sorcière malicieuse à passer par la serrure. Invitez les oiseaux à venir vous rendre visite. Conservez les escaliers qui singulariseront votre demeure. Agrémentez vos entrées d'une barrière originale. Enfin, des pans de bois peuvent garnir une façade de grange.
Les haies vives sont les meilleurs amis de nos maisons rurales, car il n'y a rien de plus triste que de voir une maison dévêtue de son écrin naturel. Voici quelques exemples de maisons dans leur verdure. Même en plein village, la verdure peut être présente. Nous avons choisi de clore cette petite conférence avec quelques jolis ouvrages de ferronnerie, menuiserie et maçonnerie découverts au cours de nos promenades, au tournant d'un chemin, parfois même sur des maisons oubliées.